DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'était très attendu, le procès des présumés détournements de fonds publics destinés à l'enseignement primaire, secondaire et technique démarre ce vendredi 5 mars 2021 à la prison centrale de Makala et ce sera en direct à la télévision nationale, la RTNC, de 9h à 12h. Et cela, ce sont des retombées du rapport de l'IGF. Enfin, la justice décide de prendre le relais de l'IGF pour voir clair sur ce qu'a été la gestion des fonds destinés en tout cas à l'EPST. Donc, le secrétaire général de l'EPST est aux arrêts à Makala. Nous avons aussi les responsables du SECOP qui sont aussi incarcérés à Makala et ce procès les concernera et bien sûr y participera aussi le ministre de l'EPST Willy Bakonga. Je vous propose de suivre l'analyse de quelques 4 journalistes qui se sont penchés sur cette question. C'est au cours de l'émission Kiosque de Serge Kabongo. Je vous propose d'écouter pendant quelques minutes leurs analyses pertinentes que j'ai trouvées en tout cas intéressantes d'échanger et de partager avec vous. Et au retour, nous allons placer un petit mot également par rapport à ce début de procès très attendu puisque les dénonciations avaient commencé depuis très longtemps. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, enfin, que finalement les allégations en tout cas des détournements de l'IGF vont finalement être vérifiées par la justice et ce qui est une très bonne chose, c'est l'argent du contribuable congolais après tout. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Maintenant, c'est le travail de l'IGF, c'est le parquet. Aujourd'hui, on sait de façon notoirement, nous savons qu'il y a 2 hauts cadres de l'administration publique, le directeur du SECOP et puis l'inspecteur général à l'EPST, voilà, qui sont en prison. Mais il faut relancer ou révéler ou apprendre aux gens qui ne savent pas que ces dossiers ont plusieurs ramifications. Parce que le détournement de près de 30 millions de dollars ne peut pas s'opérer en 2 personnes. Le ministre des tutelles semblait être épargné, mais je ne vois pas Willy Bakonga s'en tirer de ce dossier après différentes révélations qui ne cessent de tomber de l'IGF. Je l'ai suivi sur Top Congo, la radio qui m'emploie, dire qu'il a trouvé cette situation d'école fictive, d'enseignants fictifs, bien avant lui. Et que l'IGF, dans son rapport, le rapport plutôt de l'IGF prend en charge la période d'avant l'avènement de Bakonga, et puis une petite partie concerne Bakonga. Mais selon lui, la plus grande charge se retrouve plutôt du côté, de l'autre côté, quand il n'était pas encore, encore titulaire de l'EPST. Mais cela ne les dédouane pas encore. Il faut dire qu'il y a le ministère des Finances, le ministère du Budget, et puis le secrétariat général à l'EPST qui sont impliqués. Parce que pour commencer à toucher le salaire de l'État, il ne suffit pas que le SECOP envoie l'argent. Il y a identification physique à la banque. On a besoin de la carte d'électeur. Vous avez plutôt appris dans un passé récent que certaines banques étaient suspectées de favoriser ou de favoriser cette fraude. On a envoyé des gens fictifs ou des fonctionnaires fictifs avec des fausses cartes d'électeurs qui ouvraient des comptes et puis
récupérer les salaires pour se redistribuer. Donc c'est une grande mafia qui s'est organisée et je pense qu'on doit aller avec l'UNICI pour tirer tout, disons pour attraper tout le monde afin de mettre un terme à cette situation qui ressemble à une évasion fiscale. J'aimerais que nous puissions aborder cette question de manière pédagogique. Parlons de la responsabilité, par exemple, des Bakoumba. En quoi il peut être responsable? C'est parce que c'est lui qui signe les arrêtés? Bon, il est ministre des tutelles. Comme ministre, il avait le pouvoir d'injonction, de vérifier, d'envoyer, parce que c'est lui qui avait la popularité, qui signait les arrêtés. Bien qu'on lui donnait les documents, mais on ne signe pas n'importe comment. Voilà. Il faut vérifier, il a des conseillers, il envoyait des enquêteurs, des inspecteurs pour vérifier. Mais l'affectation, c'est pas Bakoumba, c'est le secrétaire général. C'est le secrétaire général. Mais comme ministre des tutelles, il peut, je crois ou je parie qu'il ait une responsabilité. Je ne voudrais pas évoquer le cas du ministre de la Santé, Oli Lunga, qui est aujourd'hui en prison pour pareille chose, alors que son avocat dit qu'il était clairement dit que c'est son conseiller financier qui était l'auteur du détournement. Mais comme auteur, comme numéro 1 de l'EPST, je ne le vois pas s'en tirer. Avec lui, peut-être son fils, qui, on a eu vent, était au courant peut-être de la situation, mais qui n'a pas dénoncé avant. On ne sait pas, ça sera les deux qui seront attrapés parce que c'est le ministre et le vice-ministre. Moi, je ne vois pas le ministre seul être arrêté et que le vice-ministre ne le soit pas. Donc la responsabilité doit être établie à tous les niveaux. Il faut beaucoup de patience, mais beaucoup de sérieux, qu'on ne voit pas un procès, spectacle sans vraie issue. Au finish, il faut que l'argent détourné soit restitué. Voilà. J'insiste surtout sur ça parce que on a participé à beaucoup de procès ici ces 10 dernières années de détournement des deniers publics. Personne n'a jamais remis un franc dans la caisse de l'État. Donc, s'agissant du procès de 100 jours, bon, ils sont allés en appel. Je parie qu'ils iront jusqu'en cassation au cas où l'ancien directeur de cabinet ne serait pas acquitté. Mais s'agissant de ce dossier, c'est environ 60 milliards de francs congolais, ici on convertit en dollars, autour de 38 millions de dollars. C'est déjà 30 km de route, combien d'écoles construites ou réhabilitées, c'est énorme. Il faudra qu'après avoir coincé ceux qui ont les vrais auteurs, mais qu'on ait aussi le temps de faire en sorte que l'argent volé, l'argent détourné soit remis dans la caisse de l'État. Si l'argent a été dilapidé, il faut même saisir les biens de tous les auteurs de ces détournements des deniers publics. Très bien. Allez, Johnny Kanida, c'est en fait une chaîne, hein. C'est pas un procès de Bakoumba, parce que dans l'opinion, les gens pensent que c'est une question qui concerne M. Bakoumba. Non, ça ne concerne pas Bakoumba. Le confrère l'a soulevé, il y a des implications transversales dans plusieurs ministères, dans plusieurs services techniques. Aujourd'hui, on a dégagé peut-être la société Bakoumba. Mais qu'est-ce qui a changé que son statut change de l'inculpé en renseignant? Un peu comme à l'époque du procès de CBA, les partis civils avaient voulu que John Numbi soit comme un prévenu, mais les parquets n'ont pas voulu. Qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? En quoi le secrétaire général à l'EPST, qui ne fait que donner les commissions d'affectation, doit avoir le statut d'inculpé, pendant que celui qui engage et prend les arrêtés doit bénéficier du statut de simple renseignement? Non, mais sache Kabongo, moi je vois le problème de manière globale. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où chaque institution veut affirmer le changement au sein ou au niveau de son fonctionnement. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais entre-temps, il y a aussi le camp du statu quo, c'est-à-dire des gens qui se retrouvaient dans un système qui était organisé. Ils pensent pérenniser ce système. Pérenniser le système parce que ça soit au niveau de la justice. Ils se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre. Parce que 30 millions, ce n'est pas 30 000 francs congolais. Donc, les millions ne se volent pas, ça se détourne. Donc, quand on détourne, ça signifie qu'on crée des ramifications. On sait que si ça rebondit, tel peut servir de fusible. Il peut protéger au niveau de la justice, au niveau des finances, au niveau du budget, au niveau... On essaie de mettre des garde-fous partout, au niveau de toutes les instances, pour se mettre à l'abri. Mais ça, c'est sans compter avec l'allure que prend aujourd'hui toutes les institutions pour pouvoir marquer d'un cachet spécial le changement. Mais maintenant, le deuxième problème que moi j'évoque ici, c'est le problème d'hommes.
Tous nous disent qu'ils aiment le Congo, qu'ils aiment les Congolais. Mais les actes qu'ils posent ne prouvent en rien qu'ils aiment le Congo, qu'ils aiment les Congolais. Il y a des gens qui aiment le Congo en détournant. C'est pas que vous pensez que quand ils aiment le Congo, c'est-à-dire donner son sang comme les militaires le font. Les militaires, excusez-moi, pas tous. Des généraux qui pensent que leur serment c'est mourir pour le pays. Mais quand ils arrivent là-bas, ils détournent même le solde de leur subalterne. C'est ça, aimer le Congo pour eux. C'est ça justement le problème que nous avons ici chez nous. C'est que les gens qui disent qu'ils aiment le Congo, ils aiment ce que le Congo possède, voilà, ce que le Congo a dans son sein. Mais le Congo en soi, le Congolais en soi plutôt, on ne l'aime pas. Moi je me demande, est-ce que réellement les 1000 écoles par an de Matata Ponyo n'ont pas été créées? Si aujourd'hui on nous parle des écoles fictives, est-ce que ces écoles-là, du programme, je ne sais pas par sous quel programme encore là, est-ce qu'elles n'ont pas été créées de manière fictive et que l'argent de l'État sortait pour faire fonctionner ces écoles-là qui n'existaient que sur la liste de Matata Ponyo et de l'ancien ministre de l'EPST, Maker Mwangu. Et c'est lui qui est venu après. Moi je me rappelle, je suis né, j'ai grandi à Guadolité. Je me rappelle chez nous, au moins chaque après 2 semaines, il y avait des inspecteurs de l'EPSP qui passaient toujours pour d'abord vérifier s'il y a la viabilité des écoles, vérifier sur la présence physique des enseignants. Mais comment on peut découvrir des sommes faramineuses comme ça? C'est-à-dire, quelque part, des gens ont failli, l'inspection générale, la SECOP, comment l'État sort l'argent? Parce que, par exemple, les gens de SECOP, ils sont censés descendre chaque les 5 du mois pour la vérification des écoles. Serge Kabongo, c'est un sérieux problème. Je me souviens de cette époque-là où nous, on nous disait, quand les inspecteurs venaient, ce jour-là, on nous demandait d'être chic, oui, d'être ordonné, d'être sage, parce que les inspecteurs venaient. Mais ces inspecteurs-là qui aspiraient la peur, ils n'existaient plus. Mais maintenant, nous avons un problème. C'est que j'ai dit le problème d'homme. Est-ce que Félix Tshisekedi doit mettre dehors toute la race des inspecteurs que nous avons aujourd'hui à l'EPST, à l'économie, au commerce extérieur, tout ça, on nous parle de commerce, de petits commerces, tout ça, le territoire c'est le 5 avril ici. Est-ce que ça sera respecté? Est-ce qu'il faut mettre tous ces gens-là dehors? C'est pourquoi moi je pense que la solution c'est au niveau de la justice. Très bien. Si nous avons des procès, de véritables procès, comme celui, c'est aujourd'hui ou demain? C'est demain. Le procès qui s'ouvre demain, si ça doit être un véritable procès, comme l'a dit mon ami Walter ici, un procès où on nous dit des vérités crues, de manière à mettre à nu tous ceux qui sont trempés, je crois que ça va nous aider. Mais la responsabilité du vice-ministre, j'ai quand même des informations. Le vice-ministre a été exclu complètement de tout ce qui concernait les fonds, l'argent. Il était hors circuit. Vous n'avez pas répondu à ma question, je ne sais pas si vous l'avez oublié. Au nom de quoi les patrons de SECOP, je ne sais pas si on appelle SECOP ou SECOP, et le secrétaire général à l'EPST, qui ne fait que donner des documents d'affectation, doivent comparaître en inculpé, en prévenu, excusez-moi, en prévenu, et les ministres des tutelles en renseignant. Qu'est-ce qui a changé? Ça peut changer à tout moment, Serge Kabongo. Ah oui, quand j'ai évoqué les gens ont changé des renseignants. Quand j'ai évoqué la question du camp du statu quo, c'est justement, on ne sait pas encore, on n'a pas vraiment assez d'informations là-dessus, mais nous en saurons un peu plus lorsque nous allons fouiner. Parce que dans le système, il peut être possible que quelqu'un qui était dans le circuit se dise attention, si celui-là vient en inculpé, attention, tout cela on est dehors. Mais il vient comme ça. Mais ça peut changer à tout moment. Merci beaucoup. Au total, on parle de près de 17 personnes dans ces procès, 17 personnes, non simplement à l'EPST, mais Walter l'a dit, au niveau de SECOP, secrétariat général aussi du ministère de l'EPST, au niveau des finances, tout comme au niveau du budget. Alors, pour faire le plein du plateau, le troisième invité, Mike Gardi, Diana, il vient un peu en retard. Il ne peut pas s'excuser parce que les embouteillages ne peuvent jamais constituer un motif d'excuse pour venir sur un plateau de télévision. Et bonjour. Bonjour Kabongo. Bienvenue. Bonjour. Merci, mais je crois que la décence voudrait qu'on s'excuse quand même du retard, même si l'embouteillage fait partie de notre vie. Mais la décence toujours me permet également, m'oblige également, si vous le permettez, de présenter des excuses à notre confrère Denis Kalida. Il y a eu une invitation
collectif qui a été lancé. Malheureusement, j'ai vu en retard. Il nous a attaqué sur les réseaux sociaux. Oui, il nous a en tout cas violemment attaqué. Tous, on a fait amende Bon, en fait, en tout cas, c'était une occasion de présenter nos excuses. Je crois que pour le prochain rendez-vous de l'IPA Change, on fera un effort de... Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez vous imaginer, au-delà de tout ce que le confrère a dit, je ne sais pas si vous avez suivi la première intervention de Walter Pouille. Exactement. Et la deuxième. Vous imaginez un seul instant que les tribunaux aillent à la contre du rapport de l'IGF, parce que j'ai posé une question aux experts de finances. Ils ont dit l'IGF n'a même pas des dossiers comme ça devant le parquet. C'est-à-dire quoi? L'IGF envoie ses inspecteurs sur base des listes de ces copies, parce que c'est ce service-là qui dit il y a telle école dans telle contrée, il y a combien d'enseignants dans telle. L'IGF déploie ses inspecteurs. Ces inspecteurs arrivent par exemple chez moi à Guadeloupe ou à Libengue, ils regardent, ils ont dit cité de Boyabou, école telle, sur l'avenue telle, ils ne découvrent pas. Mais quand les inspecteurs retournent avec tous ces rapports, il y a une sorte de confrontation au bureau de l'IGF. C'est à l'issue de confrontation que l'IGF envoie les dossiers au parquet. Vous pouvez vous imaginer que les tribunaux aillent à la contre du rapport de l'IGF? Bon, comme c'est un travail scientifique, il est peut-être possible qu'il y ait des éléments de recadrage ou encore quelques éléments de contradiction. C'est toujours possible. Parce que le dernier essor, il faut le reconnaître, revient à la justice, justement. C'est les tribunaux qui décident. À quelle proportion mais également, les tribunaux aussi ont le pouvoir de faire de contre-expertise par rapport au rapport de l'IGF. C'est pour étoffer. Sinon, s'il faut se reposer essentiellement sur... Tout le monde ira en prison. Ce que dit... On n'aura même pas besoin d'un procès, tout le monde ira en prison. Vous comprenez. Le dernier essor revient à la justice. Mais je crois qu'ils ont soulevé quelques éléments essentiels. Par exemple, pour la question pertinente que vous avez posée, pourquoi les secrétaires généraux, les responsables des CCOP se retrouvent en inculpé alors que le ministre qui serait l'ordonnateur principal ne vient qu'en tant que renseignant. Ben, la question, c'est qu'on parle d'une question de détournement et j'ai envie de dire presque d'implication dans la mise en place des écoles fictives. Or, quand vous entrez administrativement dans le... École et enseignants fictifs. Quand vous entrez dans la procédure, dans la pratique, ce n'est pas le ministre qui gère ces histoires-là au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des différents chefs de service qui sont directement responsables. Mais c'est lui qui agrée les écoles. Exactement. Alors, ça veut dire que si à leur niveau, on se rend compte qu'ils ont reçu injonction, si à leur niveau, il y a eu une certaine implication du ministre, qui est l'autorité politique, rassurez-vous, il finira au tribunal. Mais quand on parle d'école fictive et enseignants fictifs, qui agrée les écoles? C'est le ministre. Qui engage les enseignants? C'est le ministre. Le secrétaire général ne fait que des commissions d'affectation. Oui, mais justement, vous parlez de qui agrée. La notion de agréer ne veut pas dire c'est celui qui fait le gros du travail. C'est-à-dire il y a une équipe qui fait un travail. C'est-à-dire vous vous rendez compte que par exemple par léthargie, le ministre peut décider d'agréer quelque chose qui a été boutiqué mal. On a abusé de sa bonne foi. Exactement, ça peut arriver. Mais à ce stade ici, je crois que la grande question, c'est qu'il faut aller progressivement. On commence par le chef des services, le responsable, les gestionnaires au quotidien des différents aspects administratifs. À la fin des comptes, le responsable direct, le ministre, si jamais son implication, sa responsabilité est citée, il sera devant le juge. Ça, c'est même pas un problème. Donc je crois que moi, ça, je trouve pas un problème. Mais est-ce que, parce que c'est l'IGF, c'est-à-dire il dépend directement du président de la République. Pourquoi une médiatisation à fond de ces procès en chambre foraine? On veut la pédagogie ou bien... Oui, en fait, la médiatisation fait partie également de l'instrument pédagogique. J'ai l'habitude de dire aux gens, le problème du Congolais est devenu un problème culturel. Aujourd'hui, la meilleure des choses à faire, c'est que, c'est vrai, au regard de ce qui se passe, ça pouvait se passer, cette phase ici pourrait se passer sans tambour battant, jusqu'à ce qu'on ait à dégager les responsabilités des uns des autres. Mais je crois que pour des raisons de pédagogie, il est important que le Congolais sache ce qui se passe. Et que le Congolais comprenne qu'aujourd'hui, il y a peut-être une autre dimension mise au niveau de la justice, c'est que tout celui qui abuse de la responsabilité qui lui incombe au niveau public peut finir comme ça. Je crois qu'à mon humble avis, la médiatisation fait partie des instruments pédagogiques. Ce n'est pas forcément pour faire du folklore, comme les gens le pensent, non. Je crois que quand un élément devient culturel, pour pouvoir le combattre, il faut y venir avec des instruments pédagogiques, mais également amener une dimension sociologique et une dimension publique dans l'affaire, pour que chacun essaye d'intégrer une certaine dimension qu'on n'avait pas avant. C'est justement ce qui tue également la mentalité congolaise qu'autrefois, on a l'habitude de, quand il y a un mal, j'ai envie de dire oui, quand il y a un mal, on a tendance à l'embellir. Souvent, on a tendance à confondre entre le mal et le problème. Le mal, c'est quelque chose à bannir. On n'a même pas à discuter. Or, un problème est appelé à être soluble.
La confusion, c'est que quand on prend un mal pour un problème, c'est-à-dire on devient tolérant et on s'est dit, bon, on va les réparer. Après, finalement, au fil du temps, on ne les répare pas, ça devient partie intégrante de nous. Je ne pense pas que le gens qui estiment qu'aujourd'hui ces procès devraient se dérouler en interne aient raison. Pour des raisons de pédagogie, je crois qu'il est important que cette affaire-là se passe publiquement, que les gens sachent qu'être responsable dans la chose de l'État ne tient pas lieu d'une promotion personnelle. C'est une responsabilité qui engage tout l'État. C'est-à-dire qu'il faudra comprendre que quand on s'engage dans ces questions pareilles, puisqu'on agit en tant qu'acteur public, il faudra que la sentence aussi soit publique. Pour que finalement chacun finisse par intégrer qu'on est peut-être dans une autre dynamique. Alors la parole doit tourner parce qu'on a abordé les premiers aspects des 6 thèmes, un grand. On va apprendre le deuxième. Comme la parole a commencé à gauche, elle va commencer à droite. Les lanceurs d'alerte dans ce dossier, c'est bien un député IDPS, comment il s'appelle, Tony Mwamba, Eli de Lukunga. À un moment, il a même déposé les rapports devant le procureur général et après, c'est comme ça s'est terminé en autre boudin. Il semble qu'il aurait eu des contacts avec le ministre de l'EPST pendant le confinement, dans un complexe GB ici. Ça, c'est aussi ce que les gens racontent. Mais aujourd'hui, vous avez des enseignants, on les appelle comment, les nouvelles unités, qui ne perçoivent pas les salaires. Ils sont des centaines de milliers. Mais quand ils apprennent qu'ils sont là, ils ne touchent pas l'argent, mais il y a un groupe de gens qui touchent l'argent au nom des enseignants et des écoles qui n'existent pas. Vous voyez comment c'est au-delà de l'anthropophagie humaine. Serge, je ne sais pas. En fait, en réalité, quand vous regardez bien ces questions, vous vous rendez compte que c'est... Non, j'aurais bien voulu, pour peut-être terminer ma pensée, j'aurais bien voulu qu'on puisse payer tout le monde et qu'on crée des fictifs ou des écoles fictives pendant que les uns et les autres, tous sont payés. Et pendant que les uns sont payés et les autres ne sont pas payés, vous créez encore des fictifs et vous touchez des millions d'argent pendant que... Mais excusez-moi, je ne sais pas. C'est cruel. Finalement, votre pensée dit l'essentiel du message. Vous avez réfléchi convenablement. C'est ça le problème des Congolais. C'est vrai que je peux comprendre. Aujourd'hui, quand on parle administrativement, quand on dit nouvelle unité, c'est généralement une période de probation, jusqu'à ce qu'on soit mécanisé dans ça. Administrativement, ce nom ne porte pas un caractère péjoratif. C'est une procédure, en fait, à suivre. Mais le danger, c'est quand il y a des nouvelles unités définitives. Vous êtes définitivement à mort. une nouvelle unité à mort. C'est-à-dire que tu es une nouvelle unité à mort. C'est-à-dire, après 2, 3, 4, 5 ans, tu es toujours une nouvelle unité. Ça, c'est un problème. Et c'est là où maintenant le problème de ces détournements vient encore passer le cœur. C'est que quand on soumet comme argument que pour des raisons budgétaires, pour des raisons d'économie, on ne sait pas mécaniser un bon nombre de gens, d'abord l'effectif des enseignants. Je ne suis pas sûr que le nombre qu'on nous présente, c'est exact. Il y a un nombre pléthorique dans des enseignants comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Je vous rappelle que même hier, moi j'ai un groupe de gens qui ont été, malgré qu'on parle de ces procédés, encore de gens qui continuent à adhérer dans ces histoires-là. On continue à affilier des gens dans le corps des enseignants à l'école primaire. Vous comprenez? Ce sont des pratiques généralement qui datent depuis un certain moment, mais je crois que Serge Kabongo, la meilleure façon de pouvoir régler ce problème, c'est que dans le service, à ces niveaux-là, j'ai l'impression que laisser la responsabilité de ces histoires-là aux politiques nous pose un sérieux problème. Je crois que la notion qui doit devenir enseignant, quels sont les critériums, comment ils sont affiliés et à quel niveau, quel est le dernier ressort pour pouvoir décider et quel est le timing parfait pour pouvoir mécaniser un enseignant. On a de textes malheureusement qui dans la pratique ne sont pas respectés. Merci beaucoup, vous avez posé votre... Je voulais juste chuter. La question de l'éducation est une question très cruciale. Je crois que le stade ici, à mon humble avis, il faut un tout petit peu donner un peu plus de responsabilité au secrétariat général. Oui. Pour permettre à ce que la dimension technique soit appliquée dans ces questions-là, que de rester ou encore donner plus de responsabilités politiques. C'est ce qui nous amène tous ces histoires. Il y a un autre volet de Taninda, c'est cet argent, on parle de 2 250 000 ou de 3 millions. Pendant la situation Covid, l'État avait déboursé l'argent parce qu'il fallait quand même respecter et faire respecter les gestes barrières dans tous les établissements, du moins publics et conventionnels. Entre à l'EPST, tu verras. Voilà. Mais ces histoires-là sont toujours là, on n'a pas dissolu. Il n'y a que 200, 300, 400 écoles qui ont bénéficié de cela. Mais l'argent est parti, volatilisé. Je crois même que ça devrait faire une partie non négligeable, une partie intégrante dans ce procès de l'EPST. Moi, je me demande si
il faut vraiment que le gouvernement continue à mettre de l'argent là où on sait que les gens vont détourner. Les problèmes, donc, comme je disais tout à l'heure. Apparemment, c'est dans les manières des Congolais aujourd'hui. Ça signifie que quand tu présentes un devis, on te donne les fonds pour l'exécuter. Tu te dis déjà qu'il n'y aura pas de contrôle après. Tu peux t'en servir comme tu veux. Et ça, c'est à tous les niveaux. Même nous qui sommes à la cité, qui avons des petits chantiers, des petits travaux à faire. Quand quelqu'un t'amène un devis, si tu donnes l'argent, si tu ne suis pas, mais c'est catastrophique. Mais au niveau de l'État, c'est là que moi je n'arrive pas à comprendre. Nous avons quel type d'homme? Quel type d'homme nous avons? Un peu la question de Maïga dit tout à l'heure. À qui finalement on doit confier la gestion de l'éducation? Mais Serge, moi je crois que la réponse serait la suivante. Comme apparemment maintenant on a identifié toutes les écoles. Parce que si on est arrivé à dire qu'il y a autant d'écoles fictives, c'est qu'on a identifié. C'est qu'on a identifié. Et les écoles, et les enseignants. Il reste le travail d'identification des enseignants. Il faut que tous les enseignants du Congo soient identifiés, qu'on leur dote d'une carte de service biométrique qui les identifie. Parce que maintenant, on ne peut pas comprendre qu'après le lancement de la bancarisation, qui a été lancé par Matata Ponyo il y a 4 ans, mais on continue à parler d'effectifs. C'était fait pourquoi? La bancarisation était faite pourquoi? C'était justement pour lutter contre les enseignants fictifs. Ça existait depuis. Mais comment ça continue jusqu'à aujourd'hui? Moi, je crois que la solution serait d'identifier les enseignants, de leur doter des cartes biométriques. Parce que j'ai appris ce matin que chez Lambert Mende là-bas, il y a de vieux enseignants qui sont déjà fatigués. Chez Laurent Onyemba. Voilà. C'est mal Lambert. Chez Laurent, il faut aussi citer des jeunes. Je vais mettre Laurent Onyemba, Oui. les brillants Onyemba, qui vont, les vieux qui sont déjà fatigués. Ils prennent les jeunes avec les jeunes. Ils coopèrent avec les jeunes. Ils commencent à enseigner. Ils se partagent. Ils se partagent les putains. Moi, je dis qu'il y a un sérieux problème dans ce secteur. Il faut qu'on identifie les enseignants. Une fois les enseignants identifiés, je pense que l'enveloppe que le gouvernement débloque suffirait pour améliorer les conditions de vie, les conditions salariales de nos enseignants. Allez, ça suffirait. On va Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, une analyse assez longue de ces éminents journalistes qui ont pratiquement tout dit en rapport avec ce procès qui va débuter le 5 mars. Il ne faudrait pas que ce procès qui va être diffusé en direct à la chaîne nationale, la RTNC, soit encore une occasion pour faire passer du temps aux Congolais qui attendent en tout cas des vraies réponses par rapport aux questions opposées. Et on ne comprend pas pourquoi le ministre du tutelle n'est pas parmi les détenus, mais ira à ce procès, sera à la barre, mais pas comme accusé, il sera là comme renseignant. Un peu comme ce qui s'est passé lors du procès Chebeya, où le général John Numbi avait été cité, en tout cas par des policiers qui lui imputaient en tout cas l'ordre donné de faire cette sale besogne. Mais ce dernier avait été à ce procès comme renseignant. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer en tout cas la réouverture de ce procès. Est-ce que ce ne serait pas faire retarder encore la vérité, la manifestation de la vérité, que de laisser le ministre de l'EPST venir comme renseignant plutôt que de le charger, puisque son nom est certainement cité dans cette affaire. Mais en tous les cas, certainement il pourra éclairer la lanterne du tribunal quant à ces multiples questions qui vont lui être posées en rapport avec ces présumés détournements. C'est quand même bien parce que l'argent détourné, ce n'est pas seulement l'argent du contribuable congolais, je pense. Il y a aussi une part de financement des partenaires de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est important d'essayer de voir quand même clair de ce côté-là pour ne pas briser ce partenariat qui mettra à mal la gratuité de l'enseignement. Avec tout ce qui s'est passé au cours
autour de cette mauvaise gestion de cet argent-là, ça a certainement mis à mal la gratuité de l'enseignement, puisque de l'argent qui aurait pu être destiné aux vrais enseignants qui prestent sans pouvoir être rémunérés correctement ont été détournés par un groupe de personnes. Nous espérons que la justice pourra démontrer leur part de responsabilité dans ce détournement et les punir comme il se doit. Nous allons en tout cas observer et suivre ce procès qui débute, comme je l'ai dit, dès demain, vendredi 5 mars 2021, sur le coup de 9h et jusqu'à 12h, et ce sera en direct sur la RTNC, la chaîne nationale, et DMTV ne manquera pas en tout cas de revenir sur ce procès, bien entendu, qui est très attendu, puisque des dénonciations de l'IGF restent souvent lettres mortes, et là on est très content de voir qu'enfin la justice a pris le relais de tout ce que l'IGF a eu à faire comme dénonciation, et que la justice aille beaucoup plus loin, parce que l'IGF a dénoncé en tout cas des mauvaises gestions, des malversations financières dans plusieurs entreprises étatiques, et les enquêtes de l'IGF, l'audit de l'IGF va probablement continuer en tout cas dans plusieurs secteurs de la vie en République démocratique du Congo. Kissalomé Banda disait le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, et finalement l'état de droit, c'est aussi ce que nous sommes en train de voir, et nous en sommes très heureux. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes heureux d'avoir partagé avec vous ces quelques minutes, et nous espérons que cette analyse de ces 4 journalistes vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Vous avez une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas de nous la laisser à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV, sans oublier d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.